Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode et aujourd'hui j'ai avec moi l'une de mes superbes cliente chouchou je dois dire, pour plein de raisons que vous allez découvrir dans ce podcast. J'ai avec moi Anaïs. Coucou Anaïs, comment tu vas ? Salut, ça va Livia? Je suis très contente d'être là aussi. Ouais, ça va super bien. En fait, c'est fou, je ressens tellement de joie à l'idée de t'accueillir et parce que t'as eu un tel parcours qui je sais pas, ça m'émeut tellement que, ouais, je pensais pas être aussi émue. Ah, c'est sûr que là, on pouvait pas prévoir que ça soit aussi impactant et que ça transforme tout ça, quoi. On Ouais, s'y attendait pas. je En pense tout cas, pas aussi franchement, vite, quoi. on s'y attendait clairement pas aussi vite et je suis trop heureuse pour toi. Et les gens vont finir par comprendre pourquoi je dis ça. Forcément, vous allez voir que c'est une évolution de ouf et que Anaïs a vraiment bien bossé. Du coup, déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire où tu en es, quelle est ta situation aujourd'hui? Moi, je suis Anaïs, je suis dans le domaine médical. Je suis actuellement en couple et j'attends un bébé. Donc, je suis très contente. Tout se passe bien pour le moment, donc c'est top. C'est trop cool. Et puis, j'ai rencontré Livia il y a pas si longtemps, hein. C'est vrai? Ouais, ça fait presque 2 ans qu'on se connaît. Ouais, ouais, ça doit être ça. Ouais, carrément. Ouh, je suis trop excitée. Et là, j'ai vraiment envie que vous soyez à l'écoute de cette histoire parce que Anaïs, elle a un parcours incroyable, mais surtout, elle a très bien bossé pour y arriver et je suis trop fière du chemin qu'elle a parcouru. Bravo à toi. Avant même qu'on démarre, je te dis bravo et on va repartir au début pour que tu nous racontes un peu qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es en couple, enceinte d'un bébé, alors qu'il y a 2 ans, on n'était pas dans cette situation. En fait, je t'ai connue par les podcasts où, je t'écoutais pendant que je courais et un jour, en fait, sur un de tes podcasts, ça m'a fait tilt. J'ai vu complètement que j'étais dans une relation toxique, alors qu'avant je n'arrivais pas à ouvrir les yeux et là, je me suis sentie désemparée. J'avais manque de repères, je me reconnaissais plus. C'est comme ça que j'ai changé de vie et c'est comme ça que je t'ai contactée et que je me suis inscrite au temple. Trop bien. Je me rappelle que tu m'avais dit que tu avais écouté l'épisode que j'avais fait sur les relations toxiques, c'était ça? Ouais. Ouais, où j'avais parlé de la mienne. C'est l'épisode 9 si vous voulez écouter. Et du coup, tu as quitté cette relation et ensuite tu as rejoint le temple, c'est ça? Oui, en fait, j'ai écouté les autres épisodes et cetera. J'ai mis du temps aussi pour, retrouver une installation, après 12 ans de relations toxiques. Donc, retrouver un autre appartement, Hmm. adapter mon travail et cetera et après ça a été une reconstruction pour moi, donc je me suis mise en priorité et donc c'est à ce moment-là où je me suis autorisée, parce que c'est vrai que c'était pas facile financièrement, je me suis autorisée à accéder à ce programme du temple pour me reconstruire. Ouais, bravo. Bravo à toi de l'avoir fait parce que je précise que maintenant il est en couple avec un bébé, pas dans une relation toxique. Pas Non. dans celle-là, du tout, du tout. Dans une nouvelle. D'ailleurs, je ne savais pas ce que c'était qu'une vraie relation. Ouais, c'est vrai qu'on a énormément travaillé sur ce qui était sain, tes besoins, tes limites. Ouais, carrément. Oh mon Dieu, il y a tellement de choses à dire. Ok, donc tu étais dans une relation qui était toxique. Est-ce que c'est ok pour toi de décrire un petit peu la situation? Tu partages bien sûr ce avec quoi tu es à l'aise au niveau de la relation, du plaisir aussi, la dynamique. Qu'est-ce qui était difficile? Alors, en fait,
tout était pour lui. Je faisais tout bien, hein. Franchement, j'étais la fille modèle, autant pour la belle famille que pour lui, je faisais tout et je me plaignais pas. Mais c'était jamais pour moi. J'étais toujours dénigrée, à dire que ça ne suffisait pas, que c'était pas assez. Il fallait plus de temps pour lui, il fallait que je m'efface plus. Ce que je faisais pour la maison, ça lui suffisait pas. C'était encore un peu plus. Moi, je prenais du temps aussi pour ma famille, et lui, il le vivait pas bien. Quand je voulais prendre du temps, pour moi et mes amis, je le faisais seule, c'était pas avec lui et quand il y a eu cette question d'enfant, là, j'étais prête à tout faire, tout toute seule, élever l'enfant toute seule, gérer l'enfant toute seule et cetera et Mmh. lui, il était pas du tout là-dessus et toujours j'étais rabaissée dans ce que je faisais et quand j'ai commencé, un travail où je gagnais plus que lui, ça a été encore plus compliqué à trouver une place chacun et lui, il est tombé dans une, dépression et moi, j'ai essayé de l'en sortir parce Mmh. que j'étais comme ça, hein, j'étais très empathique et même trop empathique parce que pour moi, c'était mon rôle dans le couple de le soutenir et de l'aider à mon détriment parce que j'en ai été malade et donc voilà, au bout d'un moment dans ce podcast où j'ai compris que c'était un boulet et que ce qu'il me demandait, c'était pas normal. Ce Ouais. que j'avais en retour était pas normal parce que au niveau sexuel, ben, c'était un devoir et j'étais aussi rabaissée à tout ça, à comprendre ce que c'est que le viol conjugal. Mmh. Donc ça, j'ai mis le moment pour y mettre, un mot dessus, déterminer et me sentir Mmh. plus coupable et honteuse de tout ça et que j'avais le droit à avoir du plaisir et me sentir bien et à l'aise Mmh. avec quelqu'un. Ouais. Ça a mis du temps, avec des exercices aussi, pour de se remettre en question et puis ressentir et surtout pas ce jugement. Ouais. Ça a mis du temps, mais c'était fort, très Ouais. fort. Ouais. Oh Anaïs, je suis tellement désolée que tu vécu ça. Parce qu'en plus, en te connaissant, t'es tellement, genre, généreuse, adorable. Enfin, vraiment, je vois ce que tu veux dire dans le fait où tu lui donnais tout. Et non, non, clairement, non, c'était pas ok. Et je suis vraiment contente que tu sois tombée sur le podcast à ce moment-là et que tu aies le courage de partir parce que partir, c'est pas facile. Non, c'était Partir, surtout quand on est resté 12 ans. Ouais, c'était pas évident de partir. Et franchement, que tu aies eu le courage de partir, de prendre soin de toi, c'est trop bien. Super, bravo à toi. merci. Trop contente que ce soit tellement différent maintenant. Trop cool. Oui, oui, bah, après ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. J'ai Ouais, j'ai t'as bien rencontré d'autres bossé. personnes et cetera et là aussi, il fallait voir des red flags que moi je voyais pas du tout. C'est clair. L'essai de repartir de faisait 12 ans que j'avais pas séduit et là, en fait, de se remettre un peu Mmh. en avant, Ouais. savoir de quoi discuter. Est-ce que je suis intéressante? Mmh. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ce que j'offre est intéressant et assez, diversifié et tout ça, que par rapport à d'autres personnes? Et est-ce que cette personne me convient? Et est-ce que je vais pas retomber dans ce travers de: Mmh. «Je dois correspondre à quelqu'un», Ouais. alors qu'en fait, c'est plutôt l'inverse, c'est, je suis comme ça Mmh. et je peux correspondre à quelqu'un, mais je vais pas me changer Mmh. pour quelqu'un. Ouais, Et complètement. ça a mis plusieurs, Plusieurs mois, semaines. ouais, voilà, un peu de temps et puis surtout, ne pas lâcher le fait de me mettre en priorité et de me connaître mieux Mmh. par rapport à toutes ces relations, enfin, Ces ces rencontres. Ouais. rencontres et puis ce temps aussi. Est-ce que tu peux raconter un peu, par exemple, des exemples, un peu le processus? Donc, tu quittes cette relation toxique, après avoir entendu le podcast, tu décides que tu... Là, c'est déjà une grosse décision hein, de prendre soin de toi. Tu rejoins le temple. C'était quoi ta motivation? C'était surtout en lien avec avoir des nouvelles relations ou il y avait autre chose? Alors, la priorité pour moi, c'était parce que j'ai jamais eu d'orgasme, Hmm. donc la priorité, c'était de ressentir un orgasme. Je me suis Ouais. dit: «Je vais pas mourir sans un orgasme. Ouais. C'est possible et je veux dire, je suis une humain, un humain, donc je Ouais. peux le faire». Donc c'était: Bien sûr. comment c'est possible? Ouais. Voilà. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un d'une formation scientifique, formation médicale, donc cartésien, ça doit être possible. Donc ça doit être A plus B plus C, on va trouver quelque chose Oui. et donc je me suis dit: «Ben, tant qu'à faire, on va aller au bon endroit». Yes. Donc dans le temple, il y a pas mal d'audios où on peut travailler tout ça, donc quand j'ai eu le temps, j'étais à fond là-dessus, plutôt pour l'apprentissage, de la théorie et après avec les parties de réunion de groupe, là, ça m'a permis de me rendre compte des différents
possibilités de la sexualité Mmh. par rapport aux témoignages de d'autres personnes. Donc ça m'a enrichi et ça m'a ouvert à d'autres horizons que moi je connaissais pas. Mmh. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que d'autres problématiques, ça faisait quand même une résonance avec ce que je vivais, même si c'était pas exactement ce que je vivais. En tout cas, moi, ça me rentrait en réflexion et ça me permettait d'évoluer sur ce sujet-là. Super, génial. Et en plus, c'était trop intéressant. Je fais plusieurs branches, mais on va suivre le fil. C'est super intéressant parce qu'en travaillant ensemble, une chose, tu me diras si tu veux en parler, mais une chose qu'on a réalisée, c'était que au fil d'avancer, que ta façon idéale d'avoir des orgasmes, elle n'était pas si, je dirais pas commune, mais il a fallu explorer un peu. Est-ce que tu veux parler un petit peu de ça, ce que tu as découvert sur ton chemin de l'orgasme, ce que tu as découvert sur toi? Ben, en fait, au départ, je pensais que c'était vraiment A plus B plus C. Donc c'était quelque chose de très linéaire, très simple, et cetera, et que Ouais. juste que moi je connaissais pas les codes. En fait, mon corps, il est plus complexe que ça et la partie de mon cerveau aussi. Donc il y avait des zones de mon corps que je connaissais pas qui étaient sensibles et que je pensais que, ah bah, voilà, les zones, sensibles du corps, c'est ça, ça, ça. Bah, en fait, chez moi, c'est un peu différent Mhm. et donc comment les mettre en avant? Comment les stimuler? Et ça a été une connaissance de soi et des essais et en fait, faudrait essayer un petit peu plus comme ça et on essaye un peu plus comme ça Mhm. et après on se connaît mieux Yes. et après on peut se donner du plaisir soi-même et ça, c'est vrai que c'était un truc que j'avais jamais fait et ça, c'est cool parce que même si c'est étape par étape, petit à petit, on se sent plus en confiance, on se sent mieux dans son corps. Hmm. C'est une force qui vient en plus dans le quotidien, même si, ça paraît minime, mais en vrai, ça a un vrai impact, sur du tous les jours. Carrément. Qu'est-ce que tu pourrais nommer comme impact? Qu'est-ce que tu as remarqué, par exemple? J'ai plus confiance en moi. Je sais quand mon corps me dit quelque chose, je sais que c'est vrai. C'est-à-dire Mhm. que avant, quand je disais «oui», je disais un «oui» souvent par politesse et par devoir et là, je sais qu'en fait, ah ben, j'y vais un peu par contrainte, mon corps me freine un peu, bah, c'est que c'est pas fait pour moi. Cette personne, Mm. je suis pas sûre que je vais pouvoir passer 1 heure, 2 heures, 3 heures avec elle parce que même si elle me demande, de venir, la voir pour lui donner un coup de main, je suis pas sûre que je sois d'une la bonne personne pour lui donner un coup de main et que ça me fasse du bien aussi. Mm. Donc voilà, j'arrive plus facilement à dire non Yes. parce que c'est un vrai non. Ouais, ça c'est vrai qu'on a énormément travaillé sur ça. Les limites en fait, tout simplement, le oui franc et le non très clair. Donc ça, ouais, c'est un bon boulot. Donc tu rentres dans le temple principalement pour les orgasmes, Oui. tu explores tes orgasmes, tu avances sur ça. Et il y a aussi la question de cette relation que tu as arrêtée. Est-ce que tu avais déjà envie de rencontrer quelqu'un d'autre quand tu as rejoint le temple ou c'était plutôt plus tard? C'est plus tard, Ouais, plus plus tard. tard. Après, quand je me suis dit qu'il fallait que je rencontre du monde, c'était plus pour me découvrir un petit peu, Hmm. de voir, la dynamique avec d'autres personnes Ouais, et puis ça me permettait aussi, moi, de me redéfinir. ouais. C'est-à-dire que je pouvais me présenter en tant qu'Anaïs qui fait ça ou Anaïs qui fait ça ou Anaïs qui fait ça et en fait, d'aborder les gens d'une façon différente parce que je suis pas qu'une seule facette. Ouais, c'est génial. Donc c'était un peu ça et pouvoir, retrouver un peu de relief parce qu'avant j'étais juste une plante verte, je faisais tout par rapport à ma relation toxique et c'est comme ça me définissait et là maintenant je ne suis plus, Plus du tout. juste, un aspect de ma vie, j'ai beaucoup plus de facettes comme un diamant, quoi. Yes! Un diamant carrément. Mmh. Est-ce que tu avais des peurs avant de rejoindre le temple ou est-ce que tu étais plutôt à l'aise et sûre? Non, j'avais pas mal de points d'interrogation, mais c'est pour ça que notre premier appel a été intéressant, Mmh. parce que ça m'a permis de me poser ces questions-là sur l'intimité, sur comment parler des zones taboues, quoi. Mmh. Donc c'était un peu ça. Et puis il y a eu l'aspect financier Mmh. qui a été aussi la chose la plus compliquée, mais je me suis dit que j'en avais besoin et que je méritais ça Mmh. pour aller mieux. C'est comme ça que tu l'as dépassé en te disant: «OK, c'est pour moi, c'est pour prendre soin de moi»? Ouais. Ouais, C'est OK, comme pour un super. travail. En fait, si je suis pas formée en Word, Excel et tout ça, bah, je pourrais pas aller à ce travail-là, donc je serais pas prise. Donc je vais faire une formation pour ça. Je vais m'entourer de personnes qui, savent mieux que moi et Mmh. donc je vais faire cette formation-là, ça me fait un plus sur mon CV. Et ben, moi, je l'ai pris un petit peu comme ça, c'est-à-dire que j'ai financé cette, formation, cet accès au temple et ensuite les cours privés en coaching pour augmenter et améliorer, cette démarche Mmh. pour
ma santé, pour mon bien-être et pour une allez, on va dire ça comme ça, une plus-value sur mon CV. Mais en fait, c'était surtout pour moi, parce que je manquais une partie de ma vie. Ah! Ouais, sur ton CV personnel, quoi. Ouais. Ouais. En fait, c'est intéressant parce que même dans ta façon de prendre en compte et le programme et on a fait un coaching privé ensemble aussi et le coaching privé, tu étais vraiment assidue en fait, dans le sens où tu l'as pris très sérieusement. Et c'est super intéressant parce que je pense qu'il y a des personnes, c'est pas des personnes, je pense que la majorité des personnes mettent ce pan de côté en se disant c'est optionnel, c'est pas grave. Mais pour toi, tu l'as vraiment considéré comme assez fondamental dans ton épanouissement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de maintenant que tu as fait ce chemin, quelle est ta vision de l'importance du plaisir, de la sexualité, des besoins, des limites pour toi dans ta vie et comment ça impacte le reste? Ben, en fait, avant, je savais pas que je mangeais sans sel et Mmh. maintenant, j'ai goûté, il y a pas beaucoup, hein, mais juste un peu de sel et ben, ça change tout. Ça change tout parce que quand j'embrasse mon compagnon maintenant, ben, il y a un petit quelque chose. Pourtant, j'ai pas changé ma façon d'embrasser, mais il y a tout un aspect derrière qui fait que, ben, il y a des frissons. C'est un vrai baiser. Il y a quelque chose qui se passe. Alors que c'est juste: «Bonsoir, à ce soir, travaille bien, bonne journée». Mais c'est plus un bisou automatique de dire: «Voilà, j'ai fait mon rôle de petite amie, de femme, de tout ce que vous voulez», mais non, en fait, il y a vraiment un lien qui est différent Mmh. parce que je ressens, parce que je suis vivante, parce que je suis humaine, parce qu'il y a cet aspect de sexualité que j'ai travaillé et que ça s'est allumé et Mmh. donc c'est plus joli comme ça. Oh! C'est vous avez entendu quand j'ai dit q enfin franchement, elle est pas trop adorable? Elle est trop adorable et si vous la voyez, tu trop envie j'ai trop envie de te faire un câlin, tu trop mignonne. Non mais c'est trop ça, enfin en Mais je vrai. m'attendais pas du tout à tout cet impact-là. Mmh. Je pensais vraiment que le fait de retrouver une sécurité dans le lit, pas me sentir obligée et de pouvoir ressentir du plaisir pendant le sexe, c'était ça ma partie importante. Mmh. Mais je pensais pas qu'il y aurait toutes ces répercussions-là. Mmh. D'avoir ce sel dans la vie. Ouais. Oh, j'adore. Du coup, est-ce que tu veux nous raconter maintenant comment t'en es arrivée à où tu es aujourd'hui avec ton compagnon, tu es enceinte de ton premier bébé? Un peu peut-être Oui. pour celles qui écoutent qui sont célibataires, comment c'était ton processus de naviguer le célibat parce qu'il y en a qui trouvent que c'est très compliqué. Et ensuite, comment tu as rencontré ton compagnon actuel et comment ça s'est passé pour vous? Si tu es OK de raconter les deux phases. Alors, quand j'étais, célibataire, ben, j'ai rencontré plusieurs hommes avec qui, ça s'est pas trop mal passé, mais en fait, plus je me connaissais, plus je savais si cette personne pouvait me correspondre. Donc au départ, c'était un peu compliqué et j'avais un peu de mal à arrêter certaines relations parce que je me connaissais pas assez. Donc ça a mis un peu de temps parce qu'ils étaient pas faits pour moi. Maintenant qu'avec du recul, on comprend mieux. Mmh. Et puis, une fois que je me suis un peu plus, sentie sûre de moi parce que je ressentais mieux les choses et puis mes limites étaient beaucoup plus, marquées, là, j'ai pu arrêter des relations du jour au lendemain, à couper court et puis, pas devoir m'expliquer, expliquer par A plus B le comment, du pourquoi. En fait, c'était factuel. Là, tu essayes de me changer pour ta vision que tu cherches, que tu souhaites, idéale. Moi, je corresponds pas à cette vision idéale parce que ça, parce que ça. Je peux te donner des exemples, mais en vrai, ce n'est pas possible. Je ne corresponds pas. Mais il faut se Ouais, connaître pour pouvoir dire je ne corresponds c'est pas. ça. Et pourtant, la proposition était, une relation, idéale, hein. La proposition, de ces relations-là, c'était des propositions qui m'attiraient. Mais je correspondais pas à leur vision et donc ils ne me correspondaient pas non plus. Ça a été, bon, j'ai pas eu, 12 000, relations, mais voilà, ça m'a permis de ne plus être, torturée Ouais, à je vouloir comprends être tout à fait. parfaite et à vouloir convenir à tout le monde. Oui. Et quand j'ai rencontré mon compagnon actuel et ben, en fait, on n'arrivait pas à ne pas se parler. C'est-à-dire que tous les jours, on avait besoin de se parler de tout et de rien, mais il y avait pas de jugement. Il y avait pas d'attente, mirobolante. Il y avait pas d'envie que tu changes. Moi non plus, j'ai pas envie qu'il change. Il y avait des envies communes. Est-ce que ça te dit de faire ça? Des propositions, Mmh. des choix à faire. Mmh mh. C'était toujours dans la bienveillance, Mmh. toujours dans une main tendue et puis des silences, juste des moments où on passe ensemble et tout se passe bien, tout est calme. Une sérénité où, il me demande pas plus que moi je peux lui offrir et je lui en demande pas plus qu'il ne peut pas m'offrir. Mmh mh. C'est vraiment une relation
apaisé Mmh. dans la communication. Mais moi, je pensais que la communication, c'était compliqué. Mais non, c'est «Ah là, est-ce que ça te dit qu'on fasse ça ou ça?» Ah ben, en fait, oui, c'est très simple de dire ça, mais il faut pouvoir l'exprimer et après, et Oui. là, ça provoque l'échange et l'échange est constructif. Mmh. Je me faisais, au début de notre relation, 15 000 problèmes et en fait, dès que je les ai exprimés, bah, en fait, pour lui, c'était pas un problème. «Bah, écoute, si ça te va, on peut faire ça». Mais oui, tu as la solution! Tu m'as ouvert Mmh. les portes de la tu as résolu le problème et en fait, c'est comme ça que j'ai vu que c'était une relation saine et voilà, je suis super heureuse et super contente de l'avoir rencontré et Ouais. maintenant on vit une superbe expérience à Oui! attendre un bébé. Oui, c'est fou. On va parler de ça parce que ça, c'est trop merveilleux. Mais avant ça, un point que tu as dit qui était super intéressant et je pense qui est bien pour les personnes qui sont célibataires, qui nous écoutent, c'est que quand tu as arrêté les relations, ce que tu as dit, c'est en fait, tu voudrais que je sois telle personne, je ne suis pas cette personne, donc je te corresponds pas. Mmh. Et tu vois, des fois, les gens se disent que leurs critères sont trop élevés, qu'ils en demandent trop. Mais ce que tu décris, c'est pas trop. C'est juste, je suis comme ça, je recherche quelqu'un qui m'accepte comme ça. Et donc, si ça matche pas, ça matche pas. Et donc, c'est plus une question de compatibilité que de bah, j'ai des critères extraordinaires. Non, tu avais des critères parce que c'est nécessaire pour que tu fasses le tri facilement, mais c'est des critères qui sont juste en correspondance avec comment tu fonctionnes. Et finalement, tu as rencontré quelqu'un qui, quand on parle, il a l'air adorable aussi, mais aussi de quelqu'un, enfin voilà, il sort pas de la lune, enfin, c'est un mec sympa, c'est un mec cool. Sa particularité, c'est qu'il te correspond. Tu vois, et je pense que des fois, on n'ose pas demander ce qu'on veut vraiment parce qu'on se dit que c'est trop demandé. Mais en fait, tu en demandes pas trop, tu demandes juste la personne qui match avec toi. En fait, il y a aussi le fait que, moi, j'avais mon cahier des charges. Mon cahier des charges, voilà, c'était ça Hmm. et je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes, en fait, avec du recul, hein, plusieurs personnes qui pouvaient se correspondre à ce cahier des charges. Les Oui, gens que j'ai rencontrés correspondaient à ce cahier des charges. oui, Mais c'était donc mes exigences, en vrai. oui. Mais eux aussi, ils ont des exigences et en fait, leur vision des choses ne me correspondait pas parce que j'étais pas dans leurs attentes. C'est-à-dire qu'il fallait que je change un peu ça et puis je change un peu ça. C'était minime, hein, c'était pas Hmm. forcément des grandes choses, mais petit à petit, en fait, les petites choses, elles augmentaient. Ouais. Et il y avait un petit peu ci, un petit peu ça. «Ah mais en fait, tu veux aller danser ce soir avec des amis?» Oui, bah, oui, on sort ce soir, c'est la fête, d'une de mes copines. «Ah bon? Ah ben, ouais, non, mais ça se fait pas quand même, hein» et Hmm. en fait, au départ, on dit: «Bon, bah, d'accord, OK, je laisse tomber mes copines et puis Hmm. je vais, avec cet homme parce que voilà, bon, OK, on Oui, tu te dis, c'est pas très c'est pas grave» grave. et en fait, Ouais. après ça, il y a eu ça, après ça, il y a eu ça et Ouais. en fait, Hmm. Anaïs, elle se retrouve à plus sortir, à rester enfermée, à ne plus aller voir ses amis. Ah puis: «Ah, ta famille quand même, ils sont quand même bien présents. Tu veux pas, qu'on reste un petit peu entre nous encore?» et voilà, je me suis sentie un peu de nouveau enfermée. J'ai dit: «Non, Hmm. je Ouais. ne corresponds pas à cette relation toxique, je ne suis pas la personne qu'il te faut. Hmm. Même si tu m'as donné mon cahier des charges qui était très bien, et ben, en fait, c'est pas que j'ai des exigences trop hautes, c'est juste que toi, tu ne me corresponds pas». Voilà, parfait. En plus, ayant eu l'expérience de la relation toxique, tu as été très claire sur le fait que tu voulais pas revivre ça. Et au début, c'est pas facile de se dire, justement, cette personne coche toutes les cases et pourtant elle me correspond pas. Mais au fur et à mesure, tu as commencé à te dire, ok, un critère quand même très important, c'est que la personne, elle me fasse me sentir bien et que j'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour lui correspondre. Tu me diras si c'est ok de le partager, mais par exemple, il y avait, je pense à deux petits détails. Le premier, c'est que tu as un super chien. Et en fait, c'était très important pour toi que la personne soit à l'aise avec ton chien. Et par exemple, qu'on te fasse même une petite remarque sur ton chien, c'est déjà la porte ouverte à peut-être que finalement mon chien ne sera pas bienvenu dans notre famille. Est-ce que c'est ce que je veux? Non, parce que j'adore mon chien. Et je te disais à chaque fois, ah non, il y a zéro personne qui va t'empêcher d'avoir ton chien dans ta vie, ça va pas ou quoi? Parce que moi j'ai deux chiens, j'adore les chiens, j'étais là, ah non, lui là, hors de question. C'est sûr que ça fait partie de ma vie et ça faisait partie du package. Bon, il y a Hmm, d'autres personnes qui ont d'autres packages, hein, d'autres valises. Moi, mon chien, c'est vrai que ça fait partie de ma vie ouais. et donc je l'ai élevé et tout ça et on a une relation super cool. Je ne pouvais pas admettre que mon compagnon puisse pas adopter mon chien avec moi parce que ça fait partie de moi. Donc c'était dans Ouais. les solutions, Et souvent, dès qu'il y en avait un qui disait un truc sur le chien, on était non, là, ah non. non, 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 ça passera pas, c'est pas Non, non, possible. non. Et il y avait un autre critère aussi que je trouvais intéressant, c'est quand tu ressentais du jugement et de la honte venant de la personne, mais pas parce que la personne le disait directement,
Parce que c'est rare qu'au début, quand tu sors avec quelqu'un, on te dise des choses méchantes, mais parce qu'elle te faisait te questionner sur qui t'étais. Et là, tu repartais dans le passé avant à te demander, est-ce qu'en fait, c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que je dois... Tu vois, ne serait-ce que le doute, ça aussi pour moi, c'est un red flag. C'est que si quelqu'un te met le doute sur à quel point t'es superbe et t'es génial, c'est pas normal, tu vois. C'est là, pourquoi tu me reflètes ça de moi? Est-ce que je l'ai bien décrit? Je sais pas si je l'ai bien décrit, mais... Oui, oui, c'est sûr. La partie pour moi qui était un petit peu le plus compliquée dans les nouvelles rencontres, c'était sa description. C'est-à-dire, ben, en fait, qu'est-ce que tu as vécu auparavant de tes relations antérieures et qu'est-ce que tu veux dans tes relations futures. Et Mhm. en fait, quand j'ai décrit cette relation toxique de 12 ans, ça a interrogé pas mal des rencontres que j'ai eues. Donc, des jugements. Mais pourquoi t'as fait ça? Ah, là, je comprends pas. Et là, j'avais cette sensation d'être une victime, j'avais la sensation d'être honteuse, d'être, une petite fille apeurée, enfin, j'ai eu plein en fonction de ce qu'eux voulaient, soit pour me manipuler, soit malencontreusement, inconsciemment, et m'ont fait sentir mal et ben, après moi, j'avais du mal à me recentrer sur moi-même, Mhm. à me, retrouver et à de nouveau être sûre de ce que je voulais et de ce que j'étais. Parce que, comme tu dis, ces moments de doute peut leur être favorable, Hmm. si on se connaît pas assez bien. Ouais, carrément. Et comment maintenant tu décrirais la relation dans laquelle tu es? Tu l'as déjà un petit peu décrite, mais qu'est-ce qui fait que elle est complètement différente des autres? Tu dirais que quelle chose t'as repéré très tôt dedans où tu t'es dit, ah, là c'est autre chose. J'ai pas eu de jugement. J'ai pas eu de jugement, je me suis jamais sentie honteuse. Hmm. Même quand on fait des blagues, j'ai pas cette sensation: «Est-ce que à la fin, il y a pas du vrai dessous? Est-ce que ça cache pas quelque chose dessous?» Jamais j'ai senti ça avec lui. Qu'on peut parler de tout. Hmm. Ça, c'est vrai que quand je lui ai expliqué qu'au niveau, sexualité, bah, j'en étais là et il me dit: «OK, mais de toute façon, on va découvrir ensemble et puis, si ça joue pas, bah, on fera autrement». Il y Mhm. avait pas de tabou, il y avait pas cette sensation: «Je suis plus fort que toi» ou «Je sais mieux que toi». En fait, on est une équipe, on est ensemble, on Mhm. est partenaires avant même d'être conjoint-conjointe. C'est vraiment ça, c'est une relation d'égal à égal. Mhm. Ouais, merveilleux. Oh, je suis trop contente pour toi. Et du coup, comment tu l'as rencontré? On s'est rencontrés sur une appli de rencontre, Hinge, Ouais, si vous voulez sur tout savoir. Inch. Ok. En fait, j'ai préféré Hinge parce que c'est plus personnel, parce qu'on répond à des questions. Il y a moins de personnes que sur, Mythique ou, Adopte un mec où c'est vraiment que purement sexuel. Moi, je cherchais vraiment une relation. J'étais pas là, juste, pour, me découvrir par la sexualité du fast-food. Donc, voilà. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Rencontré comme ça. Et je me rappelle que de toute façon, dès les premiers rendez-vous, c'était fluide. Même quand tu me parlais, je scannais, j'étais là, pas de red flag. Non, mais on s'est rencontrés dans un petit café. On a parlé pendant des heures Mhm. et il me coupait pas la parole, je lui coupais pas la parole. On parlait, bon, c'était un super échange. Enfin, franchement, c'était top. Et après, quand on s'est quittés, moi, je suis repartie à vélo et j'étais le sourire aux lèvres toute la soirée. Et j'avais ma copine qui m'avait dit: «Alors, ça s'est bien passé?» «Ouais, trop bien». Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit que c'était trop bien passé. Elle me dit: «Non! Pourquoi? T'as pas attendu? C'était à lui!» Bref, tout ce que mes copines, elles m'avaient dit, faut dire: «Faut faire comme ça, après comme ça». J'ai rien suivi et c'était top. Et c'était top. Tu t'es parfaitement écouté. T'as fait ce qui était juste pour toi, c'était top. Ouais. Ok, et donc là, la relation, elle est relativement récente. Oui, On est d'accord. oui, c'est vrai. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 7 mois, 8 mois. 7 mois. Ça va. 8 mois. Ça va. Ça va. 8 mois et bébé on the way. Bébé Ouais, en route. ouais. Et c'est trop cool parce que t'as toujours voulu des enfants. C'est vrai que c'était un objectif, pour nous 2 et puis, bébé est arrivé, Et ça, c'est fait. plus tôt que ce qu'on pensait, donc c'est cool. Ouais, et là, je trouve ça génial. Et t'as toujours voulu des enfants. Ça, c'était vraiment un de tes Ouais. objectifs. Mais, j'ai eu un diagnostic, plutôt compliqué. Mhm. Qui te disait que tu pouvais pas en avoir. Ouais. Pendant plus de 25 ans. Waouh! Et finalement, en fait, si tu peux en avoir. Eh oui.
Oui. Ça a bien marché. Ouais, c'est intéressant parce que tu me dis si c'est ok de partager. Si c'est pas ok, t'es pas obligé. Mais pendant 25 ans, t'as dit que tu pouvais pas avoir d'enfant. Et je me rappelle, il n'y avait pas de traitement en fait. On Mm. t'a pas donné de solution. C'était juste, tu peux pas avoir d'enfant. Et t'avais quand même toujours eu envie d'avoir des enfants. Et finalement, est-ce que tu sens que quelque chose a changé, même en interne, qui fait que t'as pu accueillir quand même un enfant? Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, ton médecin t'a dit, ah, finalement, vous pouvez en avoir. Ouais, c'était un grand, grand parcours et je pense que ça aussi, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur ce que je voulais dans la vie, ce que je voulais moi vraiment. Parce que j'ai eu un diagnostic étant jeune, hein, j'étais tout juste majeure, donc je m'attendais pas, enfin, pour moi, les enfants, c'était pour plus tard, hein, j'étais en pleine étude. Surtout quand on fait médecine, on ne pense pas ça tout de suite. Mhm. Donc, j'ai eu le diagnostic où je pouvais pas avoir d'enfant, plus endométriose, plus ci, plus ça. Donc, j'ai été mise sous implant pendant presque toute la partie de ma vie, sexuelle. Donc je ne connaissais pas mes hormones, je connaissais pas mes cycles, je connaissais rien du tout. Mhm. Donc je ressentais pas grand-chose de tout ça et donc le fait de pas avoir d'enfant, donc j'ai fait un déni sur mon désir de grossesse, alors que j'ai toujours vécu avec, des enfants autour de moi. Mhm. Donc c'était quelque chose qui était naturel et très facile. C'est pour ça que j'ai fait une spécialisation en pédiatrie parce que, voilà, j'étais à fond j'adorais les bébés et les enfants. Donc j'ai une facilité avec eux et que moi, vu que je pouvais pas en avoir, c'était ma façon un petit peu d'avoir, ma dose, on va dire ça comme ça, dans ma vie Mhm. et après j'ai changé de médecin parce que vu que j'ai changé, d'habitation, j'ai changé de médecin. Mhm. Et là, le médecin très professionnel, la gynécologue, elle m'a dit: «Écoutez, je vous connais pas, on va refaire le point depuis le début et cetera. On fait tous les examens et puis on se revoit». Et en fait, avec tous les examens, ben, écoutez, votre diagnostic d'endométriose, on ne le retrouve pas, là, c'est bien, vous avez les trompes qui sont ouvertes, ça passe. Écoutez, moi, je vois pas pourquoi vous pourrez pas avoir d'enfant. Waouh. Et là, ça a été une remise en question. La première remise en question de cette relation toxique, c'était: «Est-ce que tu veux des enfants? Parce que maintenant je peux». Et moi, ça m'a fait réfléchir: «Est-ce que j'en veux?» On avait une relation, voilà, 12 ans de vie Mmh. commune où on avait cette possibilité-là et on l'avait pas émis parce que ça et lui ne voulait pas d'enfant. Donc ça nous allait très bien. Mais avec ce nouveau rebondissement, on va dire ça comme ça a mis les choses en perspective. «Est-ce que tu veux des enfants?» Et lui, c'était très compliqué. Donc là, c'était, ben, Anaïs, elle va tout faire, elle va gérer, elle va changer le monde, je vais déplacer des montagnes et on va y arriver. Mais il y avait pas de «on», il y avait: «Je vais y arriver, je vais le faire toute seule». Et je vais avoir tout la charge, Mmh. en plus le fait qu'il me rabaisse, plus que je suis nulle et cetera. Ça va être très compliqué et cetera. Donc après il a essayé de m'acheter pour pouvoir, enfin bref, c'était très compliqué. Ouais, Non, impossible quoi, en ouais. fait, c'est non, c'est je veux des enfants et je les veux dans un bon cadre, comme moi je l'ai vécu étant enfant, je veux le meilleur et donc c'est mieux d'être toute seule, même si, voilà, l'âge avance et ils m'ont dit oui, que c'était possible, mais que c'était compliqué parce que Mmh. avec mon âge et parce que, voilà: «Vous avez pas une grosse réserve, d'ovocytes? Ça va être un peu compliqué, «Ah mais vous pouvez faire une préservation d'ovocytes?» «Oui, bon, bah, d'accord, on va se mettre là dans ce processus-là». Même si je suis toute seule, c'était possible. Donc je me mets dans ce processus, 1 an et demi d'attente et cetera et cetera. Et Mmh. là, ça repousse à ce début d'année où j'ai eu ce rendez-vous avec, le don d'ovocytes, enfin le prélèvement d'ovocytes, où le médecin il me dit: «Écoutez, là, vu nos délais et cetera, ben, on peut faire une ponction, Mmh mh. mais vous aurez pas assez d'ovocytes à la fois, on peut pas faire une deuxième, donc vous aurez pas forcément assez en nombre pour avoir un bébé viable. Moi, je vous conseille d'essayer, sans et de voir parce que là, vous allez mettre du temps, beaucoup de traitements qui sont difficiles et là, ça va être compliqué». Et donc on en parle avec mon conjoint et mon compagnon, il Mmh. me dit: «Eh bah, écoute, on va essayer. De toute façon, on a le temps pour voir». Et en fait, ça a marché et donc c'est ça qui Ouais, est direct. c'était la bonne personne, c'était la bonne chose et ça a pas été comme on pourrait le croire à dire, «Ouais, faut c'est telle heure, c'est telle date, c'est tel machin». Non, en fait, ça s'est fait tellement de façon fluide, bah, en fait, on avait envie et puis voilà, ça s'est passé comme ça et puis Et et puis le bébé, c'était il est venu parce qu'il avait envie, que c'était le ouais, moment et cetera. Parce que merveilleux. c'était pas forcé, c'était pas timé. Oui, on savait que c'était cette période-là, mais c'est pas pour ça qu'on a dit, Mmh. C'est le moment, faut le faire». Ouais.
Ouais, vous aviez juste envie, vous y êtes allés. C'est génial. Ouais, c'est cool. Et comment tu as su qu'il pourrait être le père de ton enfant? Qu'est-ce qui t'a fait te dire ça? Il a les épaules pour tout, en fait. Il est tellement fort et j'aime bien sa façon qu'il a de réfléchir. Notre relation, enfin, est bien parce que lui, il est bien. Il est bien dans sa tête, il sait ce qu'il veut, etc. Et, et Mmh. même ses réactions qu'il a avec mon chien, ses réactions qu'il a avec sa famille, ça me correspond à 100%. Je cherche pas à le changer. Je dis pas, ah ouais, t'as dit ça, c'est pas top, machin. On en discute, mais je suis pas là à le juger. Mmh. C'est vrai que c'est comme ça que je vois, en fait, il a les réactions que je m'attends d'avoir d'un papa. Et en Mmh. fait, il était tellement content quand on a su. Ouais. Et il était là: «Oh, je serais stressé toute ma vie, mais pour une bonne cause». Donc c'est trop bien. C'est clair! Il a raison, mais c'est top. Et il y a des personnes, pas beaucoup j'ai l'impression, mais qui t'ont fait la remarque que c'était un peu rapide. Comment tu as vécu ça et qu'est-ce que tu leur as répondu? Ben, c'est vrai que ça fait 8 mois et on attend un enfant. C'est vrai que c'est fait rapide pour, ceux qui le pensent, mais en fait, moi, je l'ai ressenti comme ça. Je me suis pas sentie obligée qu'on emménage ensemble, à partir de 2 mois. Il s'est pas senti obligé de me donner sa clé. Mmh Il m'a accepté, moi, mes affaires, le chien chez lui. Je dis: «OK, mais alors attends, faut que tu m'aides, faut qu'on fasse un tri parce que ça rentrera pas tout». OK, on a passé tout un week-end à faire du tri. Et sans aucun jugement, sans rien, c'était: «Ça, t'aimes Non? Allez, on enlève. J'adore. Oh ça, j'y tiens encore un peu». Bah, elle me dit: «Bah, mets-le là et puis comme ça, là, il y a de la place, là, c'est bon». Il a fait des aménagements, dans son appartement pour que j'ai de la place pour moi. Je lui fais des aménagements, pour que ça aille mieux dans sa vie. Voilà, en fait, ça s'appelle même pas des compromis, c'est juste de l'échange et de l'égalité. Mmh, ouais et en fait, de l'extérieur, on pourrait se dire: «C'est rapide», mais dans les faits, moi, ce que j'ai observé, c'est que ça peut paraître rapide de l'extérieur, mais en fait, dans les faits, tu étais tellement clair sur tes critères, tes besoins, tes limites, comment tu voulais te sentir que, bah, tu as pu vérifier tout ça rapidement, en fait. C'est sûr que je me connais mieux. Je pense pas que je me connaisse à 100 parce que c'est quand même, quelque chose d'important et puis on évolue aussi. Mais on n'a pas essayé de se cacher pour montrer quelque chose d'autre à l'autre. Mmh. Et vu qu'il y avait pas cet effet de faux semblant, que je te corresponde, bah, en fait, non, j'ai pas essayé de changer, de me polir Mmh. pour te correspondre. C'est vrai. Je suis comme ça, tu es comme ça. Est-ce que ça va? Et ça, ni l'un ni l'autre a essayé de faire semblant, à dire: «Ben oui, j'aime les olives et toi t'aimes pas les olives». Enfin, Ouais. voilà, c'était je Ouais, vais c'est lui ça. mentir, même un petit mensonge pour dire: «Ben ça lui fera plaisir, c'est bon». Mmh. Bah, en fait, non. Ouais, comme vous étiez très clairs tous les 2 dès le début et sans artifice, bah, au final, les décisions, elles sont assez, rapides. Puis si tu te sens bien, ben, tac, tac, tac. Et pour le bébé, c'est génial parce que c'est vraiment, entre guillemets, «un miracle» parce que tu es passé de: «Je peux pas avoir d'enfant» à subitement: «Je peux avoir un enfant». Merde, je suis dans une relation toxique, je veux pas avoir d'enfant dedans, je quitte la relation. Je fais des rencontres, mais le critère de «je veux une famille», il est devenu très important. Mais c'était dans ta façon de voir quelqu'un, il y avait aussi ce: «Est-ce que ce sera un bon père pour mes enfants?» Donc ça, c'est super intéressant. Oui, et puis il y avait cette histoire d'horloge biologique, Ouais. c'est-à-dire que là, il me reste, 1 an, 2 ans, même pas pour, avoir des enfants. Donc Tu quel âge, si c'est pas indiscret? j'ai 36 ans et OK. en fait, on peut faire une préservation d'ovocytes en France jusqu'à 37 ans. OK. C'est pour ça que je pouvais faire qu'une seule, préservation d'ovocytes Mmh. parce qu'après au niveau des délais, j'étais hors, délai. Hors délai, ouais. Et donc, est-ce que je peux me permettre d'attendre dans une relation où je suis bien, où je me sens bien, où on voit un avenir ensemble? Je vais attendre 1 ou 2 ans pour je ne sais pas qui, alors qu'en fait, il y a des risques que je peux plus avoir d'enfant à ce moment-là. En fait, on a essayé pour voir si ça marche, parce que ça pouvait aussi ne pas marcher et dire: «Bah, Ouais. on va essayer pendant 1 an et demi». C'était Mmh. possible aussi, c'était Bien sûr. envisageable. Donc, là, ça a marché, on était très, très contents. Mais pourquoi attendre parce que les gens me disent ça? Bah, C'est pas très logique, ouais. voilà, je préfère ressentir et me dire essayer et voir si ça marche de façon naturelle et si ça marchait pas, ben, je faisais la préservation, d'ovocytes, De toute en façon. milieu d'année. Ouais. Je me rappelle quand tu m'as dit ça et j'étais là: «OK» pour la préservation et qu'on va essayer. Je me suis dit: «OK, cool» et après tu m'as dit: «Ah, c'est bon». J'ai fait: «Ah!» Ben, en J'ai fait, moi, j'ai pris ça comme un miracle et comme, en fait, tu avais raison Anaïs, en fait. Tu t'es écoutée et tu mmh. as ressenti que c'était le bon
et on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais en fait, j'ai pas peur. Mmh. J'ai pas peur parce que je sais qu'il sera là pour moi, je serai là pour lui. Ouais, On se ouais, bagarre pas carrément. pour rien. On n'a pas de dispute ou choses comme ça. En fait, on en discute. «Ah là, il y a un truc qui me chagrine, qu'est-ce que tu penses?» «Non, mais en fait, si tu veux, on fait comme ça ou on fait comme ça». Mmh. Et rien que ça m'apaise. Avant, j'avais une montagne, sur le dos. Là, je fais plein de choses, mais j'ai pas cette charge sur le dos. J'ai pas cette sensation que tout m'incombe. Mmh, mmh mh. Pourtant, je Ouais, fais autant de choses qu'auparavant. Mais le fait que ça soit lui, mon partenaire, ça va tout changer. ouais, tu sens que tu es plus soutenue. Et comment tu décrirais l'évolution dans la sexualité en particulier, entre avant et maintenant avec lui? Qu'est-ce qui est différent? Ben, maintenant, quand j'ai envie, c'est que j'ai vraiment envie. Quand, lui, il a envie, et ben, il me donne envie. C'est Mmh. pas, «Ah bah, il a envie, bon, allez, on va passer à la casserole». C'est pas du tout ça. Il y a Mmh. pas de moment, qui est déterminé à l'avance, pour ci, pour ça, et puis on se laisse le temps. C'est-à-dire que, bah, si, moi je mets un peu plus de temps pour être stimulée, bah, on prend ce temps-là. Il prend du temps pour moi, je prends du temps pour lui. C'est fluide, ça se passe bien. On peut même en discuter pendant. Là, comme ça ou comme ça, qu'est-ce que tu Ouais. as envie? Enfin, c'est pas, il m'impose quelque chose, il m'impose une position. Bah, lui, il a envie maintenant, donc je passe à la casserole. Mmh. Ah bah ça, c'est notre anniversaire de rencontre. Ah bah je sais que ce soir, ça va être oh, ben, Ah ouais, c'est voilà. lourd. Ouais, Moi, c'est ce que j'ai vécu pendant 12 ans ouais, et c'est trop il fallait dommage. que ça soit sur certains codes. Donc il fallait que je sois habillée comme ça, que je sois comme ça, que je simule, que je ci, que je ça. Là, je suis obligée de rien en fait. Trop C'est lourd. ce que je ressens, c'est ce que je Ouais, vis. Je suis pas là à dire: «Ah, oh, i, o, u», ouais, voilà. ouais, c'est horrible, c'est dommage. Et donc, du coup, avec lui, est-ce que tu sens que ton désir est plus fréquent? Ah bah, c'est sûr que Que tu as plus envie? c'est une envie franche, donc je tergiverse pas. Alors qu'avant, quand même dans la relation toxique, c'était juste une étincelle qui s'arrêtait toute seule. Donc vu que je me connaissais pas et vu que je prenais pas du plaisir toute seule aussi, ben, ça m'aidait pas aussi à pousser mon désir jusqu'au bout. Ouais. Mon envie, elle s'éteignait, tellement rapidement que, je mettais ça de côté. Mmh. Ouais, je comprends. Je comprends complètement. Et tu as dit au début que tu avais jamais eu d'orgasme. Du coup, comment sont tes orgasmes maintenant, si tu veux partager? Alors j'ai pas encore d'orgasme à 2. Mmh. Parce que, je suis encore en train d'apprendre, tout ça et à expérimenter tout ça. En plus, là, avec les hormones de grossesse, il y a pas mal de choses qui changent, mais c'est sympa, c'est Mmh. cool. En tout cas, c'est toujours aussi libéré et détendu, fluide et des orgasmes, toute seule, oui, beaucoup mieux. J'arrive mieux à les maîtriser et je me connais Yeah, mieux. yeah! Ça veut pas dire que ça arrive plus vite, mais ça veut dire que je peux le faire un peu quand je veux. Et ça, c'est vrai que c'est cool. Et après, j'essaye que ça se dure un peu plus longtemps ou Ouais, et pas, vraiment les maîtriser, mais un peu plus les connaître. les connaître. Ouais, là, tu es sur la dentelle, tu es sur le plus longtemps, plus puissant. Voilà. Ouais, et tu as des outils de toute façon pour faire évoluer ça. Donc ça, c'est super intéressant. Trop cool, je suis contente. Je suis trop contente. Oh. En plus, je dois dire que moi, ce que j'ai adoré... Alors, je vais pas mettre la pression à mes autres clientes, ok? Mais ce que j'ai adoré avec toi, c'est que tu faisais tes pratiques. Alors là, c'était vraiment... Ah ben c'est sûr que j on n'a rien sans rien, hein. Ouais, Si je me connaissais pas mieux, si je ne travaillais pas sur ce ressenti, c'est pas toi qui pouvais me l'apprendre. Toi, tu m'as donné des techniques, tu m'as donné des astuces, ouais. des choses comme ça et quand j'étais dans le flou, tu m'as éclairée à dire: «Bah, on va essayer par cette porte-là, on va essayer cette branche-là, ou on fait comme ça» et ça, c'est vrai que j'avais besoin de ce guide-là parce que Hmm. dans le temple, il y a énormément de choses qui sont disponibles et au bout d'un moment, j'étais tellement en boulimie d'informations que je savais plus ce qui me correspondait complètement. Hmm. Donc là, après, on a travaillé en coaching privé un peu plus sur les traumas qui sont aussi dans le temple, mais là, c'était un peu plus spécifique pour moi, ce qui m'a encore plus aidé à avancer. Mhm. Mais j'avais besoin de ça et des exercices pour avancer. Donc si je Hmm. travaillais pas de mon côté, j'avais l'impression que je perdais ce savoir-là Ouais. et ce développement-là. C'est ça. Parce que ce qui était super intéressant de combiner le temple avec le coaching privé qu'on a fait, c'est que dans le temple, il y a toutes les pratiques que tu peux faire.
Et en vrai, ce que j'observe avec ce qu'on a fait, c'est que on a fait quasiment tout le temple en fait. On l'a fait quasiment ensemble à deux. Et tu faisais des pratiques, tu les pratiquais, et puis juste tu venais chercher explication, feedback, et pour continuer. Parce que ce qui se passe souvent quand les gens font des pratiques sexo ou plaisir, c'est qu'ils s'attendent à ce que ça fonctionne de suite, et donc si ça fonctionne pas, ben, on peut être un peu déçu, on peut se dire qu'on a un problème et tout. Alors que la vérité, c'est que quand tu pratiques, tu viens avec des informations, tu vois, tu viens avec des informations, des mises à jour, tu dis en fait ça a donné ça a donné ça, qu'est-ce que je peux faire différemment, et on avance comme ça. Et effectivement, toi, tu as pris le coaching privé, mais après on a aussi du coaching dans le temple, donc pour celles qui rejoindront le temple, vous pouvez faire pareil. Il y a plusieurs clientes qui viennent chaque semaine en coaching pour justement affiner ces choses-là, mais c'est vrai que ça fonctionne encore mieux si tu fais les pratiques, que tu as un feedback des pratiques, tu dis ok, j'ai testé ça, ça donne ça, qu'est-ce que je peux faire différemment. Et ça, j'ai vraiment adoré parce que on avait beaucoup de matière. Alors on aurait pu faire 100, tu vois, on aurait pu faire 100, mais il y avait beaucoup de matière à essayer de comprendre, et c'est comme ça qu'on a compris un peu ton style en fait, orgasmique on va dire. Je sais pas si tu veux un petit peu en parler, si c'est ok pour toi. Moi, je savais pas qu'il y avait plusieurs types orgasmiques, quoi. Que c'était plus le toucher, c'était plus le sensuel, et que c'était plus ça, c'était plus ça. Ah oui? Ah bon? Ça existe ça? Alors attends, je vais apprendre. Et en fait, je pouvais pas savoir ça dès le début parce que je me connaissais pas assez. Donc, Mhm. c'est vrai que toutes les pratiques auparavant m'ont menée à ça, à savoir, ce que j'étais le plus réceptive pour avoir un orgasme, c'était, plus, le côté, enfin, tu peux plus le décrire que moi, mais je te laisse décrire alors. C'est ok. Pour toi, c'était plus le côté énergétique Mmh. avec peu de toucher ou un toucher très léger. Et c'est trop intéressant parce que l'énergétique, c'est la dernière porte du temple, c'est la porte 8. Donc le temps qu'on... Si je peux donner un petit exemple, Ouais, vas-y. ce qui me déclenche le plus d'excitation et de plaisir, c'est les 2 petites secondes juste avant un baiser. En fait, là où on est le plus proche et Hmm. avant que les lèvres se touchent. C'est vraiment cette sensation, d'être sur le point, de d'embrasser. Ouais. Donc c'est un petit peu cette sensation-là qui, pour moi, m'électrise le plus. T'as super bien décrit, parce que l'énergétique, c'est vraiment ça. Donc c'est souvent sans toucher, mais c'est aussi l'entre... On aime l'entre-deux, on aime l'anticipation, tu vois. Et au début, alors, les 8 portes, il y en a, bah, du coup, il y en a 8, et la dernière, c'est l'énergétique. Mais avant d'arriver à l'énergétique, en général, tu connais ton anatomie de base. Donc on a tout exploré, massage de la vulve, clitoris, tout ce que tu veux. On a fait beaucoup de pratiques. Tu pourras parler tout à l'heure, si tu veux, de celles qui t'ont le plus aidé. Et au fur et à mesure, en fait, on a réalisé que ben, tout ce qui était trop frontal, ça fonctionnait pas. Enfin, tout ce qui était trop direct. Et c'est de là qu'on est arrivé dans la considération que ça pouvait être énergétique. En fait, je dirais pas que très peu de personnes sont énergétiques, parce que dans le programme, on a un appel bonus sur ça pour connaître un peu vos types, ce qui vous convient le mieux. Donc, on a un appel bonus dans le temps où vous aurez l'occasion de fouiller, d'aller regarder. Mais la plupart des gens sont pas forcément énergétiques. La plupart des gens vont aimer le toucher sensuel, tu vois, les caresses, la musique, toutes ces choses-là qui sont aussi très bien. Mais toi, il y avait ce petit truc énergétique qui a émergé, et ça a ouvert la porte à ta prochaine étape, entre guillemets, de travail, qui est, donc c'est moi qui dis ça en te connaissant, hein, tu me diras si ça résonne, qui est surtout de développer ta capacité à être très présente dans le moment, en fait. C'est que quand tu fais de l'énergétique, tu peux pas être trop distrait. Tu dois être très présent dans ton corps pour que la moindre sensation, tu puisses la capter et que ton corps l'amplifie. Donc c'est un petit peu ça qu'on a réalisé, et que du coup tu continues d'explorer seul et à deux. C'est ça. Ouais, je trouve ça trop intéressant. Et voilà, donc pour celles qui se disent peut-être oui, mais elle avait un coaching privé avec Livia, j'ai pas beaucoup de clientes en coaching privé, mais la vérité c'est qu'on a suivi quasiment toutes les étapes du temple, c'est juste qu'elle avait mon feedback en fait. Franchement, le temple, ça permet d'être dans un train. On va arriver à destination, mais ça va prendre du temps. Mm. Mais faudra Mm. prendre le temps qu'il faudra. Et moi, j'ai juste pris le TGV. Voilà, c'est Voilà. ça. En prenant le coaching privé, j'ai Ouais. décidé de prendre le TGV, Ouais. ce qui m'a correspondu, à 200. Mais c'était un choix de ma part. Mais sinon, je serais quand même arrivée à destination, avec le temps. Tu serais arrivé, bien sûr, tu serais arrivé. Tu serais arrivé, et puis comme je disais, on a du coaching de groupe aussi, où c'est quasiment le même suivi, c'est juste peut-être moins concentré selon vos disponibilités. Parce que voilà. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour celles qui veulent du coaching privé avec moi, je fais une retraite en Guadeloupe bientôt, donc à la rigueur, vous pouvez venir à ça en complément du temple. Je pense que tout doit être fait en complément du temple. Je trouve que c'est mon idéal, parce que C'est une c'est base. vraiment une trop bonne base, ouais. Parce que
La plupart de mes clientes que j'ai eues en coaching privé, de toute façon, sont dans le temple. Et du coup, c'était vraiment excellent comme endroit, bah, tu pourras me dire, mais comme endroit où avoir les pratiques et comme endroit de communauté. Enfin voilà, pour moi, le temple, c'est la base. En fait, on se rend pas compte qu'on n'est pas tout seul et le fait d'entendre d'autres personnes qui ont des difficultés, enfin, c'est un grand mot de dire difficultés, qui ont un non-savoir de pourquoi, du comment, ce qu'elles vivent, on va dire ça plutôt que des difficultés Mm. et ben, en fait, on voit la complexité de la sexualité et ça résonne avec nous et ça nous permet de progresser en même temps que l'autre personne, à dire: «Ah oui, toi, tu avais su ça comme ça», c'est d'une bienveillance et d'un élan, pour aller vers de l'avant qui est vraiment porteur. Yes, carrément. Et moi, j'adore ce groupe parce qu'il est très motivant aussi pour les personnes qui rejoignent. Et qu'est-ce que tu dirais qui est une chose en particulier qui t'a aidé? Une pratique ou une façon de voir les choses qui t'a aidé sur tout ton chemin, ce que tu nous as décrit? Ben, le premier ça a été le massage, de la vulve, donc de tout le corps, c'est pas que Mm. la vulve, mais voilà, de retrouver, une entièreté du corps, en fait, parce Mhm. qu'avant je me sentais démembrée, j'avais coupé le cerveau avec le reste de mon corps, mais c'était une solution, pour éviter le traumatisme, de la relation toxique que j'ai vécue et ça, je l'ai compris après. Donc ça m'a permis de me reconnecter à moi-même, à mes sensations, donc ça, c'était bien et que mes sensations étaient normales. Ça, c'était aussi de se remettre dans le réel Ouais. et ensuite, il y a eu plein de visualisations, des choses qui m'ont permis de un peu comprendre quelles étaient les problématiques que cette relation toxique ou autre ont créées en moi. Ça pouvait dater de plus vieux et cetera et ah oui, bah, en fait, ça a créé des traumas, comment, passer et donc ça a fait vraiment une couche de millefeuille, à enlever petit à petit les différentes couches. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments, c'est un petit peu plus dur, hein, mais quand ça sort, ça fait tellement du bien. Mm. Par exemple, sur cette histoire de viol conjugal, j'ai mis un moment avant de mettre les mots dessus, de le reconnaître, parce qu'avant j'avais fait un déni de ça et j'avais mis de côté dans ma tête, mais c'était pas sorti. Mm. Et là, le fait de pouvoir, l'exprimer, le visualiser et surtout l'éradiquer de ma vie et dire que ça, c'est pas possible, c'est Mhm. pas admissible, je ne veux pas le revivre et donc de visualiser de comment c'est pas possible de le revivre, ça m'a, comme si j'avais une armée en moi Mm. pour dire: «Ben, je peux vaincre ça» et c'était pas une couche pour me renfermer comme une armure, Mm. c'était plutôt je brandis le sabre et je saurai me défendre. Ouais, j'en ai des frissons quand on parle parce que ça, c'était très important pour toi que tu arrives au moment où tu te dis, je sais me protéger en fait. Parce que c'est nécessaire pour entrer dans une relation que tu te dises, en fait, je peux me rendre vulnérable entre guillemets à l'autre, c'est-à-dire m'ouvrir à une nouvelle personne parce que je sais me protéger. Et ça, c'était tout le travail qu'on a fait avec les limites, c'était être clair sur ton oui et sur ton non, mais aussi savoir développer cette confiance en toi que tu peux dire non et que tu peux dire stop. Ce qui Mmh. n'était pas le cas dans ta relation d'avant. Et plutôt que de répéter le schéma de bah, je suis toute petite, je peux pas m'affirmer, là c'était bah, tu t'es clairement affirmé, tu as dit ça c'est ok pour moi, ça c'est pas ok pour moi. Et à l'intérieur de toi, tu as développé, c'est ce qu'on appelle ta gardienne de la porte en fait, qui te Mmh. défend, qui te protège et qui s'assure que tu es bien. Et là, elle est tellement claire, cette gardienne de la porte. Je sais que quand je suis un peu dans le doute, je l'imagine de nouveau, je la questionne. Ça peut paraître difficile à imaginer, mais ça renforce nos racines, ça renforce nos choix. C'est Hmm. vraiment cette idée d'avoir une armée avec soi, qui peut battre et combattre, pour nous dans nos choix. Te protéger, ouais, complètement, complètement. Et est-ce qu'il y a un aspect du programme en particulier que tu as aimé? Tu as parlé du groupe, par exemple. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as apprécié dans le programme ou des choses qui t'ont surprise? Enfin, voilà. Bah, c'est surtout que sur tout l'aspect sexualité que moi je connaissais pas, donc ah bah là, il y a tout un truc sur le sexe magique. Quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est la machine? Ah oui, ah bon d'accord, bah, ça et puis comme je disais tout à l'heure, voilà, les différents types d'orgasmes, l'orgasme du toucher. Après, niveau d'anatomie, bah, voilà, je suis dans le métier médical, donc je connaissais un peu les choses, mais en fait, ça regroupe autre chose derrière. Hmm. Ça libère d'autres domaines que ça, on a moins d'informations. Hmm. Donc oui, c'est beaucoup de l'apprentissage, il y a de théorie, mais les aspects pratiques et ben, je pensais pas qu'il allait y avoir autant de propositions pour, juste de la sexualité Hmm. parce que c'est tellement varié Ouais. que et puis ça dépend tellement de chacun. En fait, la proposition, elle est vraiment importante. Pour que chacun y trouve son compte, en fait.
C'est ça, il trouve ses réponses. Ouais, en fait, c'est intéressant parce que l'anatomie dans le temple, c'est pour montrer aussi en face quelle énergie ça représente. C'est ça qui est un petit peu différent. Et peut-être un petit peu perché spirituel, mais il y a toute l'anatomie et donc quels nerfs sont reliés à quelle zone et tout. Et qu'est-ce que ça permet énergétiquement dans le corps. Et c'est ça qui m'a fasciné en fait, c'est qu'il y a une base scientifique et donc quand tu l'analyses un peu, qu'est-ce que ça veut dire? Que tel nerf emmène à tel endroit. C'est ça, moi, ça a été une grande découverte pour moi. Ouais, j'adore. Et en tant que scientifique, c'était pas difficile pour toi d'aller dans quelque chose qui n'était pas toujours carré, cartésien? Ben, en fait, avec les pratiques, ça m'a permis d'être un peu plus en fait, le fait de ressentir l'effet des pratiques, là, ça m'a permis de laisser un peu, ce côté trop cartésien Hmm. et après, j'ai fait plutôt enfin, un pas de côté pour dire: «Ben, ah oui, mais avant cette, pratique, tu comme ça et là, en fait, tu vois, il y a une différence. Ça t'a permis de faire quelque chose de mieux». Donc j'ai testé, j'ai vu que ça marchait et là, je vais refaire, je vais voir si ça marche pareil et voilà. Hmm. Donc c'était plutôt un peu une découverte et on essaye et on voit si ça marche, Hmm. si ça fait quelque chose et cetera et cetera. Donc oui, je me suis laissé le bénéfice du doute. Ouais. Ce qui est une démarche scientifique au final, hein. Tout à Tu prends la fait. situation, tu testes, tu regardes. Recherche empirique, très bien. Exactement. C'est Super! ça. Mais voilà, fallait être assez ouvert pour Ouais, pouvoir, le faire et une fois qu'on l'est, bah, en fait, on ressent mieux. ouais. On ressent mieux ce que ça veut dire. Carrément. Super. Oh my God, c'est un plaisir de te parler. J'adore. Oh, je suis tellement contente. Est-ce que il y a autre chose que tu voulais dire qu'on n'a peut-être pas encore couvert? Et après, je vais Non, clôturer. je pense pas. Je pense que pour celles qui écoutent, Hmm. ce qui est bien, c'est que vous prenez du temps pour vous. Quel rôle vous avez? Maman, femme, petite copine, sœur, ce que vous voulez. En fait, c'est vous qui devez passer en priorité et c'est pas de l'égoïsme, c'est juste un petit temps pour vous, pour des répercussions énormes derrière. Hmm. Parce que même si vous vous faites plaisir juste à vous, c'est pas juste acheter un pull parce que vous avez vu que c'est le meilleur des pulls. C'est pas juste acheter le dernier sac parce que c'était le dernier sac. Il y a des répercussions qui sont vraiment au quotidien où franchement ça vaut le coup. Yes! Génial. À qui tu recommanderais de rejoindre le temple? À quel genre de personne? Hem Qui ça conviendrait? J'ai des amies avec qui j'en ai déjà parlé pour qu'elles puissent, elles, se reconnecter à à elles-mêmes, même si c'est pas forcément, que au sujet de la sexualité. Mhm. Ça fait partie, de ce temps à s'accorder pour être bien dans ses bottes. Donc je recommande à toutes celles qui peuvent, se donner ce moyen-là pour être apaisées et heureuses, quoi. Enfin, de pas avoir cette sensation, d'être pour quelqu'un, d'être pour quelque chose, un devoir. Non, il faut que ça vienne de vous, ça vienne du cœur, ça vienne de votre ventre, enfin de tout ce que vous voulez, mais Hmm. ça vient l'énergie, elle est en vous et Yes. c'est ça le moteur. C'est génial. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite, qui se dit, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Moi, j'ai hésité, surtout par rapport à l'aspect, financier, mais après je me suis dit: «Je le fais pour moi et c'est une plus-value et ça va me donner quelque chose», et je pensais pas avoir autant de répercussions que ce que j'ai eu. Donc je pensais juste à savoir comment faire un orgasme, comment avoir des orgasmes et là, en fait, j'ai eu, une super relation, un bébé en cours, Ouais. sensation de relation épanouie, je me sens hyper bien dans mes bottes, j'ai pas d'hésitation, donc je vous le recommande, 1000. Faites-vous confiance, si vous avez ce doute, c'est qu'il y a une raison, Ouais. donc faites-vous confiance. Yes, super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Anaïs? Quelle est la prochaine étape pour toi? Ah ben, que tout se passe bien dans la grossesse et que je puisse accueillir le bébé au sein de cette super, relation. Yes, on te le souhaite, Anaïs. Franchement, bel accueil à ce nouveau bébé. Plein d'amour sur toi. Merci à toi, bravo à toi et à ton chéri aussi. C'est Merci, merveilleux. En tout merci, cas, moi, je suis merci. trop heureuse. Merci à toi d'avoir créé tout ça et de le promouvoir aussi bien. Oh, j'essaie, j'essaie. Merci ma belle et bah, je te dis à très bientôt de toute façon et à ceux qui À nous très écoutent. bientôt. Yes, ceux qui nous écoutent, j'espère que ça vous a inspiré. Moi, ça m'inspire de fou. Je me dis que tout est possible avec cette histoire. En tout cas, on sera ravis de vous accueillir et Anaïs, vraiment profondément, je te souhaite le meilleur. Bravo pour tout le travail que tu as fait
et trop hâte que le petit bébé arrive en bonne santé. Yes. Merci beaucoup. Merci, prends soin de toi. Bye bye. Bye.